Nous voilà sous la surface. On va commencer, on a présenté les bases. Maintenant, on va commencer à sortir des sentiers battus. Bonjour mon cher lieutenant Bot, tu t'es penché sur la question de pourquoi les Ice Climbers ont été choisis pour Smash Bros. Eh bien, c'est tout à fait exact, mais j'ai une petite question. Est-ce que toi, ça a été... t'as facilement trouvé les sujets là sur les Skimber? J'ai pas du tout trouvé facilement, effectivement. Il y a rien, il y a pas l'air d'avoir de fans, pas de... Vraiment, tout le monde s'en fout en fait d'Ice Climber. Moi aussi, j'ai galéré. Parce que les Skimber n'ont pas vraiment fait date dans l'histoire du jeu vidéo, si ce n'est pour Smash Bros. Il n'y a pas tellement d'interviews ou de secrets de fabrication exploités, et même en soi, le jeu n'était pas vraiment révolutionnaire. Je veux dire, même son créateur en parle comme d'un entraînement pour Mario Bros. On peut pas dire que l'expérience a été mémorable pour lui. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça tombe sur eux? Pourquoi? Pourquoi les Skippers ont été intégrés à ce match? Entre Mario, Link, Donkey Kong, Pikachu, Klaus, Knack, Sonic et Megaman, le duo des Skippers fait un peu pâle figure, et c'est légitime de se demander comment ils en sont arrivés à être inclus dans ce jeu qui regroupe littéralement les All-Stars de Nintendo et du jeu vidéo. Quand ils rejoignent le roster de Melee, leur description sur le site officiel commence littéralement par « ils reviennent vraiment sous cette forme ?» D'ailleurs, entre Smash 64 et Melee, il y a eu un sondage sur le site pour savoir quel personnage serait le plus populaire dans le cadre d'une suite potentielle. Et Ice Climber a eu 4 voix, ce qui les place en dessous de Lip de Panel de Pont, qui avait 9 voix, ou Sukapon, qui explose la catégorie rétro, avec 15 voix. 2 personnages qu'on a tous oubliés, et pourtant, ils étaient plus populaires que Ice Climber. Non mais ils sont tellement peu populaires à cette époque que toutes catégories confondues, les seuls en dessous d'eux, et pas de beaucoup, c'est les personnages ultra secondaires comme Sigurd, Darunia ou les Blaster Probo. Et même Sleepy, la grenouille de Star Fox qui se fait kidnapper, a une voix de plus que les Ice Climber. Bref, franchement, pourquoi est-ce que les Ice Climber ont été intégrés à ce match? Reprenons. Chaque personnage de Smash Bros a une raison d'être là. Sakurai, le réalisateur de la licence, l'a toujours défendu dans ses interviews. Il a plusieurs façons pour un personnage d'être intégré, et on va voir ensemble dans quelle catégorie se place les Ice Climber. La catégorie la plus évidente d'abord pour intégrer ce match, les personnages qui sont très populaires, qui est l'ADN de Smash Bros depuis le tout premier jeu. Alors c'est quoi un personnage populaire? C'est un personnage qui est issu d'une licence dont le dernier gros succès est récent. Donc là, sur ce slide, ce sont tous les personnages des différents Smash Bros. Du tout premier sur Nintendo 64 à l'avant-dernier sur Wii U et 3DS. Et il y a les Ice Climber juste là. Dans la catégorie des populaires, on va l'appeler l'équipe Mario, on va pouvoir y mettre tous les personnages les plus en vogue du moment. On a Mario, Peach et Bowser, le trio de Mario 64, mais aussi Pikachu, Kirby, Link et Zelda à l'ère de Ocarina of Time, Fox, encore dans sa hype, le villageois d'Animal Crossing qui est intégré juste après le succès explosif de Wild World, et Rosalina après Mario Galaxy 1 et 2. L'entraîneuse Wii Fit et ses 40 millions de jeux vendus, ou encore Donkey Kong dans sa période country. On peut aussi ajouter tous les personnages qui ne sont pas de Nintendo, s'ils sont intégrés, ils sont forcément populaires, et également tous les Pokémon, parce que, de toute façon, les jeux Pokémon sont des succès commerciaux, et qu'une place est toujours réservée pour promouvoir le prochain jeu de la licence. D'ailleurs, Pokémon n'est pas le seul à bénéficier de ce petit traitement de faveur, puisque plusieurs personnages sont aussi intégrés pour soutenir un jeu à venir. Et on a notre deuxième équipe, on va l'appeler l'équipe marketing. Et c'est là qu'on va placer Diddy Kong avec son jetpack du reboot de Donkey Kong Country, Zero Suit Samus, Wario, les personnages de Kirby, de Kid Icarus Uprising, et ceux de Fire Emblem. D'ailleurs, de l'aveu même de Sakurai, si ce n'est pour soutenir la sortie de leurs jeux respectifs, Roy et Lucina n'auraient même pas été considérés pour ce match. Comme quoi cette représentation par la publicité est aussi importante que la popularité quand il s'agit d'imaginer la sélection des personnages. Et puis on peut également y ranger Samus, Ness et Olimar parce que s'ils n'ont pas eu de jeu à proprement parler lors de leur intégration dans ce match, et ben en fait un jeu était envisagé au moment où Sakurai finalise le choix de ses combattants. Ness préparait l'arrivée d'un Mother 3 qui ne sortira finalement que bien plus tard, et Pikmin 3 aurait dû sortir sur la Wii avant d'être repoussé. Quant à Samus, un Metroid 64 avait été envisagé, puis finalement abandonné. Alors, j'ai aussi mis Toon Link dans cette catégorie, puisque même si Wind Waker a été un succès de la GameCube avec ses 4 millions de jeux vendus, ce qui le place en top 4 des meilleures ventes de la console, je pense que c'est surtout le fait que le personnage était poussé pour être le représentant des Zelda traditionnels vus du dessus, qui a amené Sakurai à l'intégrer, et puis aussi, c'est un clone de Link. Alors oui, parce qu'une autre façon d'intégrer des personnages dans ce match, c'est de faire des clones. Smash Bros, comme tous les jeux de l'industrie, est contraint par des délais et des financements qu'on ne peut pas toujours prolonger. Et l'une des façons de gagner du temps, c'est de réutiliser les assets, les objets graphiques.
De cette façon, Sakurai et ses équipes peuvent inclure bien plus de personnages et créer un roster varié. Parce que oui, ce sont des clones, des Echo Fighters, ils ont tous leurs propres statistiques de combat et ne partagent parfois avec leur double que quelques mouvements ou une partie du modèle 3D, et ils peuvent avoir leurs propres attaques. On va appeler cette équipe la team Luigi. Et on peut y inclure pêle-mêle Luigi et Dr Mario, toutes les versions de Link, et puis Lucas, les Pokémon Rondoudou et Pichu, les personnages secondaires de Star Fox, et enfin Ganondorf, clone de Captain Falcon, lui-même clone du prototype de Smash, puisqu'il en réutilise certaines attaques. Et on a notre sélection des losers, ceux qui sont choisis par aucune équipe. Des personnages qui semblent n'avoir été inclus pour aucune raison. Ils ne sont pas extraits d'une série populaire, ils n'ont pas eu de jeu récent contemporain à leur apparition dans ce match, et ce ne sont pas des clones qui font gagner du temps de développement, bien au contraire. Alors pour tenter de comprendre pourquoi la Ice Climber et cette poignée de personnages sont inclus dans ce match, il faut se recentrer sur le jeu qui accueille Nana et Popo pour la première fois, Super Smash Bros Melee. Quand on regarde le choix des personnages de Smash Bros 64 et Melee, on peut voir qu'il y a un léger changement de focus qui s'opère. On passe d'un roster composé exclusivement des héros et héroïnes contemporains, voire de représentants de jeux qui vont sortir, à l'inclusion de Monsieur Game & Watch et Ice Climber, qui sont des personnages historiques, des personnages de l'histoire de Nintendo, qui combattent aux côtés des personnages populaires, des clones et des placements produits. Et ce n'est pas un accident, un cas isolé, puisque l'épisode suivant inclut Rob et Pete, quand Smash 4 voit arriver Duck Hunt et Little Mac. À chaque fois, deux personnages, un représentant de la NES et un représentant d'un objet fabriqué par Nintendo. Monsieur Game & Watch qui est un vrai musée jouable, tant chacune de ses attaques fait référence à un jeu de ce support, Rob, l'un des tout premiers robots interactifs, et le duo Duck Hunt qui représente le NES Zapper, et ces personnages arrivent avec un élément étonnant, qui va pourtant être récurrent dans la saga, la galerie de trophées. Une galerie virtuelle inclue dans le jeu qui se construit au fur et à mesure des combats, qui retrace l'histoire du jeu vidéo de Nintendo, du plus populaire au moins connu, voire complètement obscur hors du Japon. Les trophées font de chaque jeu Smash un véritable musée des jeux vidéo. Chaque figurine est accompagnée d'un cartel de texte, qui remet en contexte le personnage ainsi que la date de sa première apparition. Et ce musée qui est intégré à Melee, c'est pas une exception, c'est pas une lubie, puisque si Melee intègre 290 trophées, Smash Bros en compte 544, et Smash 4 plus de 740. Et un trophée, c'est un personnage, un objet, un niveau, un ennemi, avec un travail de recherche et de contextualisation titanesque et remarquable. Par exemple, même si la majorité des trophées sont en 3D, pour les Ice Climber, un de leurs trophées leur montre leurs sprites originaux. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est une véritable démarche de muséographie. C'est un musée virtuel, qui entre forcément en résonance avec la passion de Sakurai pour les jeux vidéo, et surtout son attention aux détails, ses recherches minutieuses pour que chaque attaque soit autant que possible le reflet exact de la personnalité du personnage. Quand on joue avec un personnage de Smash, on joue avec son histoire qui prend forme sous nos yeux à chaque mouvement. Quand on joue avec Captain Falcon, c'est carrément le prototype de Smash qui prend vie. Smash Bros c'est un musée du jeu vidéo, qui accomplit l'exploit de s'intégrer lui-même, où chaque personnage, chaque niveau parle de l'histoire de Nintendo. Et Ice Climber c'est ça, c'est le premier représentant de la NES. Un personnage qui n'existait que sur ce support, qui n'a jamais connu de suite. Un personnage qui évoque dans son entièreté cette console, cette histoire de Nintendo. C'est pour ça que Ice Climber a été choisi. D'autant plus que le duo brille sous un nouveau jour en exploitant pleinement les capacités de la GameCube. Et oui, cette console était particulièrement efficace pour rendre des détails visuels complexes comme les lumières dynamiques, le brouillard et la poussière volumétrique, l'eau et la glace. Ce n'est pas un hasard si cette génération voit arriver autant de jeux qui exploitent ces effets, Luigi's Mansion, Mario Sunshine ou encore Wave Race Blue Storm. Et Super Smash Bros Melee ne fait pas exception à la règle, tant ces nouveaux personnages exploitent les capacités de la console. Les flammes de Bowser, les particules de Zelda, Ganondorf et Mewtwo, les reflets dans la fontaine des rêves de Kirby, Fox et Pikachu, dont les effets sont plus saisissants que jamais, sont même retravaillés avec Falco et Pichu, les explosions de Roy, et bien évidemment, l'effet de glace sur les attaques des Ice Climber. Ice Climber avait cet avantage sur les autres héros de la NES, comme Clou Clou Land, Excitebike et Famicom Detective Club, son environnement. Un environnement qui permet d'imaginer des attaques qui pourraient, elles aussi, exploiter toute la puissance des effets graphiques de la GameCube. Sous ces petits capuchons tout mignons et un peu naïfs, se cache un personnage à la croisée des chemins. Un personnage unique qui, à l'image de son redesign complet dans Smash Bros, représente à la fois le passé de Nintendo, la NES, et son futur, la GameCube. Ou du moins à l'époque où il est intégré. Et pour ceux qui se demandaient, Nana et Popo ils sont pas en couple, ils sont plus des amis d'enfance que des amants. Merci beaucoup Bot, bravo. C'était bien mené, je pense qu'on peut tous l'applaudir dans le chat. Si t'es chaud Bot, tu peux rester avec nous, on va faire le quiz. Donc la neige dans les jeux vidéo, voilà, je me suis dit, on est plutôt sur une ambiance hivernale. Donc autant être là-dedans. On va partir sur la première question, mais avant ça, je vais vous montrer une petite vidéo.
Ce jeu sur Super NES adapte l'un des films Batman, lequel est-ce? Ce jeu Super Nintendo adapte l'un des films Batman, lequel? Batman le défi, Batman vs Superman, Batman Forever ou The Dark Knight? C'était Batman le défi en effet. Eh bien on va pouvoir passer à la question numéro 2. Déjà je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que c'est pas magnifique? Ma question va être très simple. De quel jeu proviennent ces flocons de neige? Est-ce que c'est de Dragon Quest Builders 2, de Infiniminer, de Minecraft ou de Pokémon Écarlate et Violet? De Dragon Quest Builders 2, Infiniminer, Minecraft ou Pokémon Écarlate et Violet? Ces beaux flocons de neige. Je vous fais des Heureusement petits que t'as dit effets que de c'était zoom. plus facile. Hein. C'est plus facile, ouais, tu es d'accord avec ça? Non. Non, pour moi c'est hyper dur. C'était Minecraft en effet. Question suivante. Le tirage d'oreille est un sport traditionnel inuit qui dans les jeux vidéo prétend être un champion en la matière. Est-ce que c'est Vulcan Raven dans Metal Gear Solid, Connor dans Assassin's Creed 3, Walk Oakfield dans Virtua Fighter ou Julia Cheng dans Tekken 6? Vulcan Raven, Connor, Walk Oakfield ou Julia Cheng? La réponse au hasard pour moi. Ok. Eh bien, pour vous montrer la réponse, je vais vous le montrer en vidéo. Toi aussi tu viens en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreille esquimau. Les deux adversaires se tirent mutuellement l'oreille par grand froid. C'est un test d'endurance aussi bien spirituel que physique. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Tu veux qu'on se tire l'oreille? Exactement. Donc c'était Vulcan Raven dans Metal Gear Solid. Bravo à ceux qui ont trouvé. On va pouvoir passer à la prochaine question. Une question observation. Je vais vous montrer une photo pendant quelques secondes. Il va falloir bien observer parce que je vais vous poser une question sur les détails. Attention. Voilà, je vous la montre un peu. Ok. Donc vous le voyez. Je vous zoome un peu. Pokémon dans la neige. Je vous laisse regarder un petit peu. Voilà. Ok, c'est une belle Game Boy. Qu'est-ce qu'on voit là? Sur quoi je vais vous poser une question? C'est une bonne question, hein. Les arbres peut-être? Je ne sais pas. Sur cette photo, de quelle couleur est le deuxième O du mot color marqué sur la Game Boy? Bleu, bleu, jaune, violet ou vert? Sur cette photo, de quelle couleur est le deuxième O du mot color marqué sur la Game Boy? Bleu, jaune, violet ou vert? J'espère qu'il n'y a personne qui a fait des captures d'écran, bande de tricheurs. Alors tu vois, moi, naturellement, j'aurais dit rouge, donc déjà, c'est pas ça. C'était jaune. Je vais vous montrer une petite vidéo et ensuite je vais vous poser une question. Link a froid, que s'apprête-t-il à faire? Est-ce qu'il s'apprête à glisser? Est-ce qu'il s'apprête à se recroqueviller au sol? Est-ce qu'il s'apprête à tousser? Ou est-ce qu'il s'apprête à éternuer? Glisser, se recroqueviller au sol, tousser, éternuer, que va faire Link en réaction à cette situation de froid? Dites-moi tout. Eh bien, je vous montre la réponse. C'est un éternuement. Ah, ça c'est ma question préférée du quiz parce que ça fait pas du tout appel à votre culture ou quoi. En gros, je vais vous mettre une vidéo de Mario Party dans un mini-jeu où il y a des pingouins. C'est un jeu dans Mario Party où vous êtes sur la glace et vous allez devoir esquiver un grand nombre de pingouins qui vont passer et survivre. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de pingouins qui passent. Et ce que je veux que vous me disiez, c'est combien vous avez compté de pingouins. Donc vous ne pouvez pas avoir le chiffre exact tellement il y en a, c'est sûr. Donc ce qu'il va falloir, c'est essayer de se rapprocher le plus possible du chiffre. Combien de pingouins ont déferlé sur Mario et ses amis? Est-ce qu'il y en a eu 294? Est-ce qu'il y en a eu 350? Est-ce qu'il y en a eu 192? Ou est-ce qu'il y en a eu 112? 112, 192, 294 ou 350, combien?
Aïe aïe aïe. Écoutez, il y a eu des bonnes réponses quand même. Question suivante. On a un monsieur qui joue dans la neige. Si ce garçon était atteint de phobie de la neige, il ne pourrait pas jouer dedans. Comment s'appelle cette phobie? Est-ce que c'est de la flocophobie, de la chionophobie, de la poudrosophobie ou de la snophobie? Flocophobie, chionophobie, poudrosophobie ou snophobie? Qu'est-ce qui empêcherait ce garçon de jouer comme il le fait dans la neige en slip? C'était la chionophobie, bravo. On va pouvoir passer à la question suivante. En quel genre de jeu South Park a été adapté pour la première fois sur console? Est-ce que c'était un survival dans lequel Kenny ne cesse de mourir? Est-ce que c'était un jeu de course dans lequel on conduit des bus? Est-ce que c'était un FPS dans lequel on tire des boules de neige? Ou est-ce que c'était un RPG dans lequel on vomit des luges? South Park, première fois que ça a été adapté sur console, dans un genre de jeu tout à fait unique. Voilà le premier jeu South Park qui a été adapté. Donc la bonne réponse était un FPS dans lequel on tire des boules de neige. Et merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci Bot d'avoir participé également. Ce n'est toujours pas ton jour, mais ça arrivera sans doute. Tu es celui qui a le plus de chances de le remporter un jour. Tu seras là à chaque fois ici. Peut-être qu'un jour, je réussirai à ne pas être 19ème quand même. 19e, hein. Pas terrible. Ça va devenir le running gag. Je pense qu'il faudrait noter à chaque fois ton positionnement pour voir s'il y a une progression. Écoute, en tout cas, nous te laissons ici, Bot. Nous, on va continuer notre exploration de Ice Climber. Je pense qu'on peut passer aux profondeurs